En 1972, la mission Apollo 17 rapporte la première photographie de la Terre dans son entièreté. L'image devient rapidement l'emblème d'un monde clos, fini, d'une planète fragile. La même année, un groupe d'experts, de hauts fonctionnaires et d'industriels de plus de 50 pays, le Club de Rome, commande un rapport à une équipe de chercheurs du MIT. Le rapport a pour titre « Les limites de la croissance ». Ces scientifiques sont à la pointe de la technologie grâce à une machine ultramoderne à laquelle le grand public n'a pas encore accès, l'ordinateur. Ils mettent la Terre en courbe, en statistiques et en équations. Le rapport élabore 13 scénarios pour le futur et alerte sur un effondrement de la civilisation industrielle au XXIe siècle. Les causes de cet effondrement, la pollution, le manque de ressources et la surpopulation. L'idée des limites à la croissance est formulée pour la première fois au plus haut niveau par les élites du capitalisme. En 1973 et 1978, deux chocs pétroliers se succèdent. L'Amérique en sort sonnée. Le 15 juillet 1979, le président des États-Unis, Jimmy Carter, prononce un discours retentissant devant 65 millions de téléspectateurs. Human identity is no longer defined by what one does, but by what one owns. But we've discovered that owning things and consuming things does not satisfy our longing for meaning. We've learned that piling up material goods cannot fill the emptiness of lives which have no competence or purpose. Les chocs pétroliers ont fortement marqué les esprits. Le président Carter questionne frontalement le consumérisme débridé de l'époque. Ses conseillers l'invitent à conduire la nation vers une transition énergétique en développant les énergies renouvelables afin de réduire les besoins en pétrole. Le président américain veut envoyer un signal fort. Pour signer l'engagement de l'Amérique vers une ère nouvelle, il fait installer des panneaux solaires sur le toit de la Maison-Blanche. Carter et ses conseillers sont effectivement dans leur temps. Depuis plusieurs années, quelque chose gronde dans la société américaine comme en Europe. Quelque chose qui ressemble à un réveil écologique. Quelque chose qui n'est en fait que le prolongement des alertes du passé. Des milliers de procès sur la pollution industrielle encombrent les archives et témoignent de l'ancienneté des dommages environnementaux. Les bilans comptables des usines chimiques montrent que chaque année, les industriels dédommageaient leurs voisins pour les récoltes perdues et pour la dégradation de leur environnement. La révolution industrielle, avec son cortège de pollution, ne s'est pas faite dans une inconscience modernisatrice.
Les médecins du XVIIIe et XIXe siècle faisaient de l'environnement le déterminant essentiel de la santé. Dans toute l'Europe de la Révolution industrielle, les riverains des usines se mobilisaient contre les pollutions. En ville, les polices portaient une attention scrupuleuse à la qualité de l'air, surveillaient étroitement les ateliers, leurs fumées et leurs écoulements. Décennie après décennie, 2 siècles durant, les alertes n'ont jamais cessé. Et dans les années 70, certains ont cru que tout allait enfin changer. On connaît la suite. In this present crisis, government is not the solution to our problem. Government is the problem. Les lobbies industriels s'organisent contre le mouvement écologiste et les régulations environnementalistes. Une nouvelle vague de mondialisation financière favorisée par l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher en Angleterre, puis de Ronald Reagan aux États-Unis, relance le monde dans une nouvelle accélération qui va nous conduire là où nous en sommes aujourd'hui. Les hommes et les femmes que nous sommes deviennent chaque jour des consommateurs de plus en plus gourmands, compulsifs et nombreux. Les pays riches ont dopé leur économie malgré une stagnation de leur productivité et des salaires par un surcroît de consommation permis par l'endettement, les prix bas du pétrole, les matières premières et de la main-d'œuvre asiatique. La Chine, l'Inde, le Brésil sont devenus les ateliers et les greniers du monde. Ils sont désormais aussi de gigantesques producteurs de CO2 et de pollutions multiples. L'histoire, notre histoire est celle-ci. Celle d'une course effrénée. Celle de 2 siècles de passion, de sueur et de sang. Dans ces 2 siècles, les volontés de puissance ont déchaîné les innovations technoscientifiques, aussi brillantes que destructrices. Dans ces 2 siècles, une course à l'accumulation de richesses a creusé des inégalités de plus en plus profondes d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. Dans ces 2 siècles, la consommation est devenue le moteur économique et l'antidote à la contestation sociale. Les 1400 milliards de tonnes de CO2, invisibles, prisonnières de la basse atmosphère, sont bel et bien là. La biodiversité décline. Les gros émetteurs de CO2 sont aujourd'hui les 20% d'hommes et de femmes les plus riches de la planète. Le mode de vie développé depuis le début du XIXe siècle par la bourgeoisie des pays industriels et colonisateurs est devenu le quotidien globalisé d'1 cinquième de notre monde. Aujourd'hui, la consommation de charbon continue de croître. Celle du pétrole vient pour la première fois de passer les 100 millions de barils par jour. Et puis, on réalise peu à peu que la production massive des panneaux solaires est extrêmement gourmande en produits miniers et notre infrastructure numérique de plus en plus vorace en énergie. La promesse de salut de la planète par ces technologies dites vertes et par la dématérialisation rappelle de plus en plus la promesse de sauver les forêts et le climat grâce au charbon du début du XIXe siècle. L'Anthropocène est peut-être un point de non-retour.